vais essayer de parler quelles sont les stratégies qu'on peut faire ou utiliser pour trouver un traitement de la mucoviscidose. La plupart des recherches qui sont maintenant conduites depuis plus de 20 ans se centrent sur la protéine CFTR. Parce qu'il y a un défaut, il y a la mutation du gène et la protéine est mal repliée et ne fonctionne pas. Et on admet que c'est la cause de la maladie. C'est la cause de la maladie. Néanmoins, je reviens d'un congrès à Varsovie. C'est un groupe de travail qui réunit les médecins traitants et ceux qui posent le diagnostic, les généticiens. Et ils ont présenté un cas d'une femme qui est venue à l'hôpital à Newcastle et qui a 73 ans. Et en fait, elle est venue parce qu'elle toussait beaucoup. Et elle était malade, mais elle avait une infection pulmonaire fréquente, récurrente. On n'arrivait pas à trouver ce que c'est. Donc, en désespoir de cause, le médecin a commencé à chercher les mutations dans le gène CFTR. Et ils ont trouvé que cette femme avait une mutation delta F508 et une autre mutation qui, normalement, est aussi une mutation qui pose problème. Mais cette femme avait 73 ans. Donc, ça veut dire que jusque-là, elle allait bien. Alors, ça pose un problème pour le concept. Est-ce que vraiment c'est suffisant de corriger la protéine mutée, quelle que soit la mutation, les mutations qu'on dit pathogènes ou malades? Là, visiblement, non. Je reviens vers Marc qui a montré l'interactome, c'est-à-dire la protéine CFTR. On peut dire que c'est une protéine hub. Autrefois, je l'ai appelée hub. C'est comme dans les aéroports, il y a des hubs. Donc c'est une protéine qui interagit avec tellement de protéines. Il y a tellement de fonctions qui peuvent être altérées que finalement, peut-être que corriger une de ces fonctions ou une de ces interactions, eh bien, va faire le travail. Et peut-être tous nos efforts pour corriger spécifiquement la protéine CFTR, ça nous donne beaucoup d'informations en ce qui concerne la recherche fondamentale. C'est énorme. Mais c'est tellement difficile de trouver ces molécules correctrices que peut-être qu'en cherchant ailleurs, donc ça c'est une des stratégies, on pourrait aussi améliorer l'état de patient. Ça veut dire que parmi les stratégies qu'on doit choisir, nos chercheurs, il ne faut pas seulement faire ce qui est à la mode ou ce qui est la doctrine dominante. Il faut toujours se garder un champ d'investigation un peu à part parce que chaque théorie, il y a un théorème qui dit que chaque théorie est vraie tant qu'elle n'a pas été contestée ou démontrée fausse. Eh bien, aujourd'hui, on admet que c'est le gène CFTR qui, si on corrige le gène CFTR, on corrigera tous les maux. Espérons que c'est ça. Parce qu'il y a un autre problème. Toujours dans ce congrès, les médecins ont rapporté des études avec le Ivacaftor, c'est-à-dire avec ce médicament que beaucoup de patients prennent, enfin ceux qui ont la mutation G551D. Et dans beaucoup de cas, c'est bénéfique. Mais ils ont rapporté des cas où ce n'était pas le cas. Ça veut dire que, encore une fois, l'interactome, ou peut-être autre chose. Mais en tout cas, on ne peut pas imaginer qu'on aura un traitement pour tout le monde. Deuxième point dans la stratégie. Si on cherche à corriger, peut-être ne pensons pas qu'on arrivera à corriger tout le monde. Chaque homme, chaque femme est différente. Donc, les correcteurs pour la protéine CFTR, les potentiateurs, aussi ne vont pas fonctionner tous ensemble. Chez tous les patients. Donc,
deuxième point dans la stratégie, il ne faut pas que le chercheur soit prétentieux et se dise, oui, j'ai une molécule, moi la 407, toi je ne sais pas lequel, eh bien c'est la molécule miracle. Non, ce ne sera jamais une molécule miracle. Ceci d'autant plus que grâce à ce travaux de recherche fondamentale, on sait que pour qu'une protéine, si on admet qu'on va corriger la protéine, cette protéine, pour être correctement repliée, elle passe par au moins 3 étapes. Et à chaque étape, il y a un défaut. Il y a d'abord la translation, après la traduction, après le routage. Chaque étape est défectueuse. Et une fois qu'on sait cela, on sait qu'on doit corriger chaque étape et qu'il sera extrêmement difficile de trouver une molécule qui va faire tout le travail. Donc, soyons modestes, cherchons les molécules, soyons aussi modestes, regardons ailleurs, cherchons autre chose. Cherchons dans cet interactome qu'a montré tout à l'heure Marc. Mais cherchons aussi à savoir si les autres fonctions, comme l'inflammation, si ces molécules correctrices ne vont pas nous provoquer l'inflammation, ce qui serait vraiment dramatique. Regardons comment répondent les médiateurs de l'inflammation naturelle au transport transépithélial des fluides, c'est-à-dire à ce qui ne va pas dans le poumon. Peut-être que ces médiateurs naturels peuvent être utiles aussi, ou au contraire, peuvent être néfastes pour le transport. Regardons un peu large. Ne nous centrons pas forcément sur un point donné. Donc ça, c'est une autre stratégie. Maintenant, pour étudier tout ça, eh bien, on a besoin des modèles, de beaucoup de modèles. Un seul modèle ne sera pas suffisant. À chaque étape, un autre modèle. Alors, on a besoin des modèles, des lignées cellulaires basiques, comme si c'était, je sais pas, quelque chose de très simple. Et c'est là où on va faire ce qu'on appelle le premier screening. C'est ce que tout le monde fait. Et ça fonctionne très souvent, parce que ces modèles sont tellement simples que ça fonctionne. Mais quand on passe à des modèles de plus en plus compliqués, et le meilleur modèle, quoi qu'il arrive, c'est l'homme. Ce sont les cellules dérivées des patients, et soit des cellules nasales, soit des poumons, ou encore aujourd'hui, on a trouvé un autre modèle qui est un modèle de sphéroïde de côlon, qui permet de mesurer le volume qui change, et quand la protéine CFTR fonctionne, la sphère gonfle. Quand elle ne fonctionne pas, elle ne gonfle pas. S'il y a un correcteur, ça gonfle. Voilà, donc on a besoin de modèles. Ces modèles, il faut que les chercheurs les aient à leur disposition. Aujourd'hui, c'est très difficile. Chaque laboratoire a son modèle. Du coup, il y a des réseaux qui se forment. Réseaux européens. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile. Ils ont une structure qui fonctionne. Donc, ils se sont organisés. Ils ont compris qu'ils avaient besoin de modèles humains et de modèles animaux. Il y a 3 modèles animaux qui existent. La souris, qui est pour la mutation delta F 508, et la souris KO. Grâce au vaincre mucoviscidose, les chercheurs ont accès en France à ces modèles. Mais il y a aussi le cochon, qui est le plus proche de l'homme. Eh ben, le cochon, aux États-Unis, il est disponible pour les Américains, mais chez nous, ce n'est pas le cas. Il y a le ferret, qu'est-ce que c'est le ferret? Le furet, c'est aussi assez difficile pour l'avoir ici, mais il faut des modèles animaux, bien entendu. Mais sachez que quand les jeunes chercheurs travaillent sur les modèles animaux, ce n'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, ils me disent, à juste titre, que est-ce qu'il faut tuer les animaux pour ça? Et combien d'animaux peut-on tuer? Eh bien, il faut que nous, les chercheurs seniors, enfin, c'est ce qu'on dit, qu'on ait une réponse. Et moi, ma réponse c'est que certes, les animaux donnent des réponses, mais il ne faut pas les utiliser à tour de bras. Il faut vraiment être sûr que ce pourquoi on teste une molécule ou l'infection ou je ne sais pas quoi, vraiment, ça sera utile.
parce que c'est idiot, c'est vraiment idiot et pas normal de les tuer en des centaines de souris ou des centaines de rats ou ce que vous voulez, alors que ça ne servira à rien. Sachez que la souris, ce n'est pas l'homme. Le cœur de la souris bat 600 fois par minute, alors que nous... Donc, et la température de la souris n'est pas la même. Donc vraiment, on peut avoir des réponses intéressantes, mais les jeunes chercheurs, vous savez très bien que c'est aussi dans la presse et dans les médias, ils se posent cette question. Donc, les meilleurs modèles, et c'est pourquoi on cherche les médicaments, ce sont les cellules dérivées des patients. Et c'est seulement comme ça, donc c'est une stratégie, c'est aussi convaincre les parents et les patients qu'on a besoin de ce modèle pour eux. Pas pour nous, mais pour eux. Pour pouvoir répondre à la question, oui ou non, notre molécule ou notre antibiotique ou notre anti-inflammatoire va fonctionner. Deuxième point qui est très important, c'est la multitude de tests fonctionnels. J'avais une diapositive pour vous montrer combien de tests existent et sont nécessaires pour savoir si une molécule est fonctionnelle. Ça va de tests très pointus comme patch clamp, où on enregistre les canaux ioniques. Vous savez, un canal, c'est un pore qui laisse passer les ions. Ici, CFTR, c'est le pore pour les ions chlorure. Eh bien, il y a une technique qui a été développée en 1988 par Neher et Sackman, qui ont eu le prix Nobel. C'est cette technique très difficile qu'il faut utiliser pour savoir si un correcteur corrige la fonction CFTR. Il y a d'autres tests électrophysiologiques, il y a une panoplie de tests physiologiques. La plupart sont dans chaque laboratoire. Un laboratoire, s'il a un test, il est très content. Il faudrait qu'il y ait une plateforme, un service commun, que tout le monde puisse venir, ouvrir la porte, dire voilà, moi j'ai besoin de tester la molécule, machin, chose. Il y aurait une structure comme ça. Mais c'est très difficile d'organiser un service commun à l'échelle nationale parce que personne ne le souhaite vraiment, parce qu'il y a des politiques, parce que les instituts ont leurs priorités, ils préfèrent un test qui servira à tout le monde et pas seulement à la mucoviscidose. Mais il y a au moins 10 tests fonctionnels qu'il faudrait que tous les chercheurs qui travaillent sur la mucoviscidose, sur le traitement, puissent utiliser. Donc, je résume, il y a des stratégies théoriques et pratiques. Et il ne faut pas être fermé. Voilà, je vous remercie de votre attention.